Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. C'est la suite de l'épisode que j'ai fait hier avec des métiers un peu atypiques, rares, avec Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Anaïs. Tu es donc le conjoint de Marjorie, la corsetière d'art. C'est ça. Et donc toi tu fais un métier atypique, le métier de restaurateur, de luminaire et d'objets d'art. Et objets d'art, ouais, C'est ça. c'est ça. C'est compliqué ça, Ouais, c'est compliqué. à amalgamer parce que souvent on pense que ce sont deux métiers différents, mais souvent les gens qui font de la lustrerie font aussi de la restauration de sculptures, parce qu'il y a beaucoup de sculptures éclairantes. D'accord. Et donc ça te vient d'où? Je crois que ton père était forgeron. Il y a un lien? Alors mon père était forgeron. J'ai eu une autre carrière avant qui était dans le domaine de l'aquaculture pendant une vingtaine d'années, mais j'ai développé pendant ce temps-là toutes mes compétences en restauration. J'ai appris pas mal de techniques et surtout accumulé beaucoup de stocks de cristaux parce qu'une entreprise de restauration de luminaires, on ne peut pas la monter simplement parce qu'on a envie. Il faut, c'est un chemin qu'il faut faire avant, aussi bien sur le savoir à emmagasiner que sur les pièces et les fournitures anciennes qu'aujourd'hui on peut avoir du mal qu'on pourra avoir du mal à trouver en neuf, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de manufactures qui ont disparu aujourd'hui. Ok. Et donc ça va de la petite lampe au gros lustre de château? Alors ça va de la petite lampe qui tient dans la main, pas lampe de poche, mais du petit objet éclairant jusqu'au gros lustre de château, qui peut faire, je sais pas moi, 2 mètres de haut et puis 1,50 m de diamètre. Quand on est tout seul, quand on atteint ces tailles-là, déjà c'est honorable, parce qu'il faut réussir à les manutentionner après. On va voir un peu en quoi ça consiste aussi ton métier, parce que tu dois nettoyer, tu dois faire quoi en fait? Alors, ça va du nettoyage, en passant par le câblage électrique, en se mettant en conformité avec les normes, et puis la collecte de pièces anciennes, la restitution des manques sur les lustres, bien utiliser le système documentaire qui est à notre portée. Alors ça va être des documents anciens, des documents photographiques issus par exemple de salles des ventes qui vont nous permettre de voir qu'est-ce qui pourrait manquer sur cet objet. Alors on va faire des recoupages photos. Des recherches, il y a beaucoup de recherches, surtout en sculpture. Souvent quand il manque un élément, on a besoin de clichés photographiques de la pièce qui manque pour pouvoir la reproduire le cas échéant ou la retrouver. C'est un lustre de type corbeille ou par abus de langage montgolfière qui date des années 1910, enfin avant la Première Guerre en tout cas, sachant que le modèle et cette forme-là, elle était déjà existante au 18e. Comment ça se fait que ça soit aussi sale? C'est la poussière avec le temps ou pas que? Souvent dans les maisons autrefois, on se chauffait avec une cheminée, avec un âtre ouvert. Et donc il y a toutes les suies de cheminée qui viennent gommer un peu les surfaces du luminaire, la nicotine parce que les gens fumaient dans l'habitat, et puis il a quand même un âge vénérable, parce que là on parlait de 1910, donc ça nous fait 110 ans. Alors 110 ans sans jamais être vraiment trop touché ou vaguement dépoussiéré, il est à un moment temps de faire quelque chose, quoi. Donc après avoir les perles dans tes mains, qu'est-ce que tu en fais? Je vais les nettoyer avec un bac à ultrasons. On choisit toujours la technique la plus adaptée par rapport au type de salissure qu'on a sur les cristaux. Et le bac à ultrasons, c'est vraiment ce qui abîme le moins les pièces. Ça vaut pour les cristaux, mais ça vaut aussi sur les métaux. Sur un lustre, par exemple, on a probablement une trentaine de techniques différentes. Alors imaginez bien qu'un artisan seul, il y a peu de chances qu'il arrive à acquérir la trentaine de techniques, et probablement que j'en oublie encore 20 inhérentes à la production de ce type de pièces. Et donc ça peut se perdre ou pas? Avec le temps, ça peut se perdre. Dans le futur, alors chaque corporation va garder ses savoirs. Donc par exemple, les bronziers, ils sont subdivisés en plein de corporations. Il y a des ciseleurs, il y a des fondeurs, et tout ça, je pense que c'est bien tenu tant que les gens s'y intéressent. Après, sur la partie sculpture, je restaure beaucoup d'art déco, et sous l'art déco, on a utilisé des alliages
qu'on appelle ou fonte d'art ou plus communément régule. Et là, il peut y avoir une perte de savoir parce que la période, elle est en soi récente, donc elle n'a pas généré de... Il n'y a pas eu d'école de formation à la restauration de ce type de pièces-là. C'est pour ça qu'on est, sur les sculptures art déco, on doit être 5 ou 6 ateliers en France à vraiment en faire, en fonte d'art, je parle, et à vraiment en restaurer. Donc Anaïs, moi j'ai une question pour toi. Et c'est une question que beaucoup de gens se posent. Alors peut-être pas toi, parce que c'est peut-être pas encore ta génération à s'intéresser à la lustrerie en cristal, mais c'est dans quel sens doivent être posées les plaquettes ou les pampilles? Lui, il est à l'envers. Alors lui, il est à l'envers parce que là, c'est tout lisse. Oui. Et lui, pour toi, il est à l'endroit parce que là, on voit le facettage. Eh ben, tu avais une chance sur 2 et hélas, tu as choisi la mauvaise option. Historiquement, les cristaux sont posés face plate et le facettage est sur l'arrière parce que ça diffracte plus la lumière. Et ça nous est hérité de la période du 17e, 18e, où on a beaucoup de lustres à cristaux comme ça. Et il faut que la lumière se voie. Et là, tu regarderas ton œil. Alors, c'est peut-être pas évident à l'œil, mais on a beaucoup plus de petits éclats de lumière quand on va regarder la pièce de cristal. Et ici, en fin de compte, on voit le facettage, mais on n'a pas toute cette nuance de petits éclats de lumière qui sont diffractés par le cristal. En termes de clients, est-ce que ce sont principalement des personnes qui vivent dans des grands châteaux ou ça, c'est cliché? Alors, c'est pas tout à fait cliché. La restauration d'un lustre, ça a quand même un coût. Donc, il faut que ce soit pertinent. Ça peut être élevé. Mais il n'y a pas de petit travail. On est quand même des artisans et avec des charges. Et en soi, ça impacte tout de suite. Donc, il est plus judicieux de faire restaurer une grosse pièce qu'une toute petite, sachant que parfois, il n'y a pas moins de travail sur une toute petite pièce. Et ça coûte combien à peu près? Qu'on s'en rende compte, parce que là, on n'a pas trop de fourchette, de plusieurs centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros, voire à la dizaine de milliers d'euros, si on était vraiment sur une pièce très grande qui ferait, je sais pas moi, 2 mètres de haut, des choses comme ça. Merci beaucoup Pascal pour nous avoir permis de voir un peu plus ton quotidien, avec Marjorie aussi. Merci Anaïs de cette visite. C'est devenu insolite.